Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence qui va parler aujourd'hui de documentation et agilité, un mariage durable et vivant. Il est 3h30. Je sais que c'est la dernière session de la journée. Vous êtes fatigués. Il y a eu plein de conférences avant. Je vais vous assommer. Oui, je vous le dis tout de suite d'avance. Avertissement. Il y a une couple de slides qui vont être un peu assommantes. Je vais les passer vite. Vous allez avoir accès à la présentation de toute façon à la toute fin. Je vous invite aussi pour les slides, les diapos qui ont beaucoup de stock, de les prendre en photo. Puis, tout de suite en partant, allez sur WooClap, donc QR code, un code QR. Vous pouvez aller directement sur wooclap.com et entrer le code d'événement MZGUTF. Si les dieux de la technologie sont avec moi aujourd'hui, ça devrait relativement bien fonctionner. On se croise les doigts. C'est pas parce qu'on l'a essayé 8 fois à la maison que ça va marcher dans un autre endroit. Donc, voilà, je vous laisse encore une trentaine de secondes. Lors des questions, il va y avoir le code et le wooclap.com va revenir de toute façon. Si vous n'avez pas eu le temps de le prendre, il va y avoir toujours d'autres occasions pour le faire. Prêt? On commence. Alors, il y a peu de personnes qui veulent faire de la documentation, puis surtout de la documentation traditionnelle. Okay? Pourquoi? On va se poser la question. Il y a presque personne, en tout cas selon mon expérience, qui veut la maintenir. Et ceux, là, c'est pas des fautes, là, c'est parce que j'utilise une écriture épicène. Fait que ceux qui veulent la lire, c'est parce qu'elles sont probablement obligées. Là, je parle de lecture, je parle même pas de production. Alors, pourquoi? Première question. Fait que, allez-y, sur WooClap, vous devriez avoir accès. En tout cas, l'ordinateur y a accès. Fait que, qu'avez-vous déjà entendu sur la documentation? Il y a 11 grandes phrases. On a une minute et demie pour y répondre. Je vais vous les lire vite. Avec l'agilité, on n'a plus besoin de documenter. Quoi? Il y a de la documentation de mon système. Je ne lis pas de la documentation. Je ne lis pas la documentation parce que j'en ai pas besoin. La documentation, ça ne sert à rien et jamais à jour. Vous pouvez voter plusieurs fois en passant. Le système, c'est la documentation. Hey, on n'est pas au gouvernement ici. Des photos de tableau, c'est ça notre documentation. J'ai des tests automatisés, puis je parle tout le temps à mon PO. Fait que je n'ai pas besoin de perdre ma vie à écrire du texte. La documentation, on n'a jamais le temps pour ça. Je préfère faire du code, pas des documents Word, puis c'est pas à moi à faire la documentation. Oh, ça varie. Intéressant. Je ne m'attendais pas à ces pourcentages-là. Quand j'ai fait mes dry runs, là. Encore 30 secondes, même pas, 15 secondes. Si on regarde les pourcentages, celui qui est le plus évident, c'est le numéro 4. La documentation, ça ne sert à rien et jamais à jour. Bon, il y a deux sous-questions à l'intérieur. C'est des fois, ça ne sert à rien. Des fois, c'est juste, c'est pas à jour. Il y a aussi, je préfère faire du code, pas des documents Word. C'est sûr que dans l'assistance, qui est développeur? Qui sa principale... Bon, voilà. Ceci explique peut-être cela. Donc, je préfère faire du code, pas des documents Word. Puis le troisième, je dirais, c'est le 39% qui est en haut. Ouais, non, il y a un autre. Le système, c'est la documentation. Bien, vous avez tous raison. Mais à quelque part, aussi, on a un peu tort comment dire, de propager ce genre de message-là. On va voir pourquoi. Oups. Alors, documentation traditionnelle, ben, on sait que la documentation traditionnelle, elle souffre de beaucoup de problèmes. C'est souvent un anti-pattern, c'est un anti-patron, la documentation traditionnelle. Puis là, je vais généraliser un peu. Lancez-moi pas de tomates ni d'œufs pourris, s'il vous plaît, parce que je vais être des fois un peu drastique, mais ceux qui demandent de la documentation très exhaustive ou une documentation écrite vraiment pour qu'on puisse juste documenter le système, c'est souvent pour patcher un problème de processus. C'est que notre processus est peut-être déficient. Ou bien, le code est déficient, le système est déficient, puis on veut compenser par de la documentation. Peut-être aussi la production de documentation, c'est une mesure d'avancement.
On l'a vu avec Feu Macroscope, quoique Macroscope a été mis à jour la dernière fois en avril 2019. Macroscope, qui est l'ancienne méthode de DMR, ceux qui ont travaillé au gouvernement, vous connaissez probablement très bien. On doit produire des P269, etc., là, je m'égare. Il y a aussi, une des raisons pour que la documentation traditionnelle elle souffre de problèmes, c'est parce qu'on voit juste des RACI. RACI, R-A-C-I, c'est que RACI, ça veut dire responsable. C'est qui est responsable de la documentation? C'est qui est imputable? A pour accountable. C, c'est qui est consulté, puis qui est informé. Bien, les RACI, c'est encore là un autre anti-pattern. Parce que tout le monde veut s'assurer qu'on s'entende ensemble avant de produire le code. Mais on est en agilité et c'est plus ou moins le cas. Puis finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont interprété les directives, par exemple de l'AMF, AMF, Autorité des marchés financiers, pour dire que la documentation, c'est super important parce que c'est la seule chose que les auditeurs sont capables d'auditer. Parce qu'il y a très, très peu d'auditeurs, malheureusement, qui sont capables de lire le code. La documentation, malheureusement, elle n'empêche pas un Éric Chartré, développeur, de dire « if compte égale Éric Chartré, transfère $1 million ». Ça ne sera jamais dans la documentation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi, pour qui, quoi, comment, un gros agenda, donc un gros ordre du jour. Pourquoi, pour qui, quoi, quand, où et comment on documente. La documentation est-elle nécessaire? Allez-y, vous avez une trentaine de secondes. Je vais lire les réponses rapidement. Un choix de réponse seulement. Donc, non, le code, les tests automatisés, l'application et mon carnet de commandes sont suffisants. Oui, mais la plus légère possible. Oui, mais suffisamment grosse pour garder une trace et pour accueillir des nouveaux membres de l'équipe. Oui, c'est beaucoup plus simple avec des livrables documentaires structurés. Donc, je vous laisse l'occasion de voter. Encore 10 secondes. Ça s'est pas mal stabilisé aux alentours du numéro 3. Oui, pour garder une trace et pour accueillir de nouveaux membres dans l'équipe. C'est une des raisons pour lesquelles, bien sûr, on fait de la documentation. Okay? Pour garder une trace, garder qu'est-ce qui s'est fait dans le passé, puis accueillir les nouveaux membres de l'équipe. Mais les autres réponses on n'a pas tort de penser aussi que la documentation, le code, les tests automatisés, l'application de mon carnet de commandes sont suffisants. On n'a pas tort de penser comme ça. Fait que non, peut-être à quelque part, la documentation n'est pas si nécessaire que ça. La plus légère possible, bien sûr, et c'est beaucoup plus simple avec des livrables documentaires structurés. Bien, on voit ça, c'est pas Éric Chartré qui le dit, c'est la littérature. Plus qu'une organisation devient mature, plus qu'une organisation devient apprenante, là, je parle de Lean, je parle de TPS, Total Production System et compagnie, ou Lean 2.0, moins qu'on a besoin d'avoir justement des livrables documentaires structurés parce que les gens et leurs processus et leurs outils permettent justement d'avoir des livrables ou des documents qui en valent la peine vraiment. Fait que la documentation est nécessaire parce que, bon, première des choses, la documentation, juste le fait de documenter, écrire quelque chose, ça nous aide bien sûr à réfléchir nous-mêmes. La mémoire est une faculté qui oublie, on le sait, sauf que contrairement à ce qu'on pense, à moins d'être une organisation vraiment très mature, comme je vous parlais de Lean 2.0, organisation apprenante, là, puis ceux qui sont intéressés, prenez en note Nonaka et Takeuchi, ils ont écrit, ces deux Japonais qui ont écrit un full de livres sur l'organisation apprenante, c'est super intéressant, mais ce qu'ils disent, c'est que ça sert rarement la documentation à soutenir la mémoire organisationnelle. C'est très contre-intuitif de ce que je viens de dire, mais enfin. Fait que, la mémoire, c'est notre mémoire à nous. Une décision éclairée demande l'information la plus complète possible, elle permet de communiquer de façon synchrone, blablabla, puis elle permet de transférer de la connaissance, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le questionnaire. Mais la documentation est nécessaire, oui, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe comment, pas n'importe où, surtout pas en amont, puis pas en aval non plus. Fait que, OK, fait que quand est-ce que je la fais finalement si je ne l'avais pas en amont ni en aval? Ce que je veux garder en tête tout le temps, durant toute ma conférence, puis après, c'est la documentation, c'est tout simplement une conversation. Okay?
une conversation qu'on a avec les autres, bien sûr, parce qu'on diffuse notre documentation, mais aussi c'est une conversation qu'on a avec nous-mêmes. Comme je vous parlais, ça nous sert à structurer nos idées. Ça nous permet de penser autrement. Puis ça, c'est une conversation qu'on a avec nous, mais ça nous permet aussi, comme mémoire, d'avoir une conversation avec nous, mais dans le futur. Il y a combien de développeurs, là, vous n'avez pas besoin de lever votre main, mais comme développeur, on relit notre code 6 mois, 1 an après, on relit notre documentation 6 mois, 1 an après qu'on l'a écrit, puis on ne reconnaît même pas le code qu'on a écrit ni la documentation. Ça fait partie de la conversation. Puis, un peu de théorie, la conversation, c'est conversation 101 ou communication 101. On a un émetteur ou une émettrice, on a un récepteur, une réceptrice. Puis, ou bien, il y a d'autres, dans le jargon, on parle aussi de producteurs et de consommateurs. Puis, on passe un message, l'émetteur passe un message à un récepteur. C'est super facile, c'est le b.a.-ba de la documentation ou de la conversation. Mais pour qu'il y ait une vraie conversation, il faut bien sûr prendre en compte la rétroaction. Sinon, c'est juste un message à sens unique. Puis s'il n'y a pas de rétroaction, il n'y a pas vraiment de conversation qui s'installe. Puis il y a deux petits mots que j'ai rajoutés, média en haut, média en bas. Le média est super important parce que dans le cas de la conversation, le média qu'on utilise va influencer grandement le message. Puis il y a un gars qui s'appelle McLuhan, en 1950 quelques, qui a écrit, qui était vraiment beaucoup plus loin que ce que je dis. Lui, il prétend que le vrai message, c'est le média lui-même, c'est le média qu'on a utilisé. Donc, on ne peut pas faire abstraction du média dans le message que l'on passe et dans la rétraction aussi qu'on a utilisé. Donc, théorie de la communication 101. Il faut aussi distinguer, c'est quoi un artefact, c'est quoi le média qu'on a utilisé, c'est quoi le dépôt. C'est trois affaires complètement différentes. Un exemple bien concret. Un artefact, un post-it. Un post-it que j'ai écrit une story dessus, ça, c'est un artefact. Le dépôt, c'est le tableau sur lequel je l'ai collé. Deux affaires différentes. Mon artefact peut vivre sans son dépôt, puis le dépôt peut vivre sans son artefact. Puis le média que j'ai utilisé, le fameux post-it, il y a une forme. C'est un petit carton, ça, gros. Je ne peux pas écrire 28 pages de texte sur un petit carton. Donc, le média influence directement, bien sûr, le message. Et c'est trois choses complètement différentes. Communication 101. Voilà. Autre question. C'est une question ouverte cette fois-ci. Je vais vous laisser un petit peu plus de temps. Quelles sont les qualités d'une bonne documentation? Je vous donne deux gratis. Une documentation, peut-être une bonne qualité, c'est une documentation inexistante. Hein? Ou bien une documentation vivante. Donc, trouvez d'autres qualités qu'une bonne documentation devrait avoir. Je vous laisse, clair, concise. Vous pouvez en plus voter sur les mots si jamais pour éviter de se répéter, ça va des fois beaucoup plus vite. Ça bouge, ça bouge. Oh, Claire, simple, a pris le dessus sur Claire, concise, accessible. Qui va gagner? Qui va gagner? Wow! OK, encore un 10-15 secondes. Ça bouge encore, beaucoup. OK, c'est bon. Fait que les grands mots qui sont là en plein milieu, clair et simple. Okay? Les deux vont de pair. Bien sûr, une information, une documentation qui est claire, c'est probablement une documentation qui est simple. Puis une documentation simple et très fort probablement claire. Fait que les deux sont très, très, très interreliés. Mais il y a des choses intéressantes. À jour qui est en avant. Concise, claire, simple, ça va pas mal dans la même famille. Accessible. Là, vous avez pas mal toutes nommé les bonnes qualités d'une documentation. C'est super bon. Puis, OK, c'est assez. Fait que, faut pas avoir trop mal au cœur non plus. Alors, il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Antoine de Saint-Exupéry a écrit ça. Et dans le Manifeste Agile, on a un des principes qui dit que la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. C'est sûr que la documentation, la
meilleure qualité ou la qualité qu'on recherche dans n'importe quelle documentation, c'est une documentation qui est simple. Puis là, je ne vous partirai pas pendant 15 minutes sur le concept de simplicité. Il y a du monde qui ont écrit plein de livres là-dessus. Je vous conseille d'aller voir, taper sur Internet simplicité, vous allez voir plein d'informations. Donc, qualité d'une bonne documentation, on va commencer par le juste assez, penser simplicité en volume et en détail. Et là, on a un diagramme que vous avez sûrement vu avant qui s'appelle la loi des rendements décroissants ou un diagramme de Pareto. Ce qu'il dit, c'est qu'on a, mon pointeur laser fonctionne, donc 20% des efforts, avec 20% des efforts, on est capable de produire 80% de ce qui est nécessaire de produire. Puis pour le 20% qui nous reste à produire, ça nous coûte 80% des efforts. Donc, il y a à un moment donné, c'est certain qu'on va arriver dans une zone de rendement décroissant, puis même de rendement négatif. Ça ne sert plus à rien d'en produire plus. Puis là, ce qu'il faut trouver dans notre organisation, dans notre équipe, c'est où est-ce que ce petit X-là est, puis l'autre X, pour justement jamais dépasser. Puis ça date pas d'hier. On parle de 1768, la personne qui a écrit ça, que j'oublie son nom. Puis Pareto, c'est fin du 19e siècle. Hein? Fait que ça a plus que 100 ans, cette affaire-là. Fait appliqué de façon continue. Le mot continu, il va revenir plusieurs fois. Ben, on arrive finalement au strict nécessaire. Le just barely good enough is good enough. JBGE. On cherche une documentation qui est juste assez simple, juste assez grosse pour passer le bon message, pour avoir finalement la conversation. Puis en quoi consiste une documentation optimale? Bien, on peut parler de... on arrête de documenter quand c'est inutile, vous êtes capable de le lire, mais sans jamais aller plus loin dans la conversation. Une expression que j'ai appris de quelqu'un de Montréal, ne dévissez pas le boulon. Le boulon, c'est quoi? C'est j'ai eu une crevaison sur l'autoroute 20. Puis, bon, il s'est passé. J'ai changé mon pneu, puis tout est bien allé, puis j'ai vu des voitures passer. Voilà, j'ai fini la conversation. Il y a des gens, malheureusement, puis c'est un travers qu'on a, c'est un biais qu'on a, qui vont jusqu'à expliquer que j'ai dévissé chacun des boulons. Je les ai mis dans mon capot, je les ai revissés, j'ai changé ma roue, je les ai revissés, j'ai monté le jack, qui vont un petit peu trop dans le détail. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir tout ça, parce qu'on sait que si on a besoin de changer une roue, on a besoin de faire toutes ces choses-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller super loin dans la conversation pour que les gens puissent comprendre, pour qu'on ait passé notre message. Puis, c'est un peu comme une réunion. Il y a des réunions qui s'éternisent. On veut pas, on n'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime être dans une réunion qui ne sert à rien. Bien, ça met à faire de la documentation. Bon, j'ai passé assez de temps sur le juste assez. Maintenant, on va parler de juste à temps. Il y a du monde qui l'ont écrit d'ailleurs. Juste à temps, tout à l'heure, j'ai dit pas en amont, pas en aval. C'est un peu niaiseux, là, mais c'est quand on a besoin d'avoir la conversation. C'est cela qu'on a besoin d'avoir la documentation. Puis la documentation, on peut prendre plusieurs formes, là, je vais revenir. Fait que c'est jamais avant, jamais après, puis surtout pas de YAGNI. YAGNI, you ain't gonna need it. Donc, on n'en a pas de besoin, ou les tant qu'à. En français, c'est des tant qu'à. Tant qu'à faire, je vais en produire plus, comme ça, je vais être prêt pour le futur ou à l'épreuve du futur. Ça ne fonctionne pas. Donc, la seule façon de faire de la documentation, c'est en continu. C'est toujours en fonction des raisons qu'on va voir tout à l'heure, puis ça ne sert à rien de la préparer ni de la produire en avant. Jamais. Là, je vais complètement à l'inverse de Macroscope ou des méthodologies qui sont plus lourdes comme le Waterfall, où est-ce qu'on produit beaucoup de documentation en avant, puis ou bien de la documentation après, une fois que le code a été mis en production. Il y a toute une sémantique qui tourne autour de la documentation. Le milieu de la ligne de temps, c'est tout simplement le début du sprint ou le début du code quand je commence à programmer. Et plus qu'on est en amont de ce point-là dans le temps, plus que la documentation devrait être intentionnelle. Donc, c'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention de mon système? C'est quoi l'intention que je veux développer dans mon système, finalement. Puis, plus qu'on est en aval, plus que la documentation doit être descriptive. Pendant au moins 40 ans, on a viré ça à l'envers. Bien, la documentation intentionnelle, ça n'existait carrément pas, et on produisait beaucoup de documentation descriptive avant même de produire du code. Mais c'est certain qu'à la seconde qu'on va faire de la conception, on va faire des tests, on va faire du code, on va faire
on va le mettre en production, la documentation descriptive ne sera plus valide, ne sera plus valable. Elle sera plus fidèle à la réalité. Fidèle, hein, regardons ça. Fidèle, ça a un lien directement avec ce que je viens de dire, bien sûr. Fidèle, une documentation qui reflète ni l'intention réelle, ni la description du système. C'est une documentation qui n'est plus fidèle. Puis là, on a deux choix. Il n'y en a pas 48 autres. Il y a deux choix. Premier choix, on la met à jour. Immédiatement. Pas à la fin du sprint, pas dans une semaine, pas dans une heure. On la met à jour immédiatement. Parce que si on ne la met pas à jour tout de suite, elle ne sera jamais à jour. L'expérience le dit, la littérature aussi. La deuxième, ça, on a tendance à ne pas le faire beaucoup dans nos organisations, c'est de la jeter. Si ça ne reflète plus la réalité, que ce soit en intention ou en description, jetez votre documentation. Ouais, là, Éric, on a passé des heures à discuter de ça, puis on a monté un document de 300 pages, puis ouais, mais c'est plus valide. À quoi ça sert? Une information qui n'est plus à jour, c'est pire qu'une information qui est inexistante. Puis là, je vais rajouter un petit mot, c'est de la désinformation. Carrément. N'ayez pas peur de jeter votre documentation, même si vous avez l'impression que ça donne mal au cœur. Votre organisation va juste mieux s'en sortir. C'est une des leçons des organisations apprenantes. Quatrième, utile, qui a de la valeur. Je n'irai pas de front avec c'est quoi la valeur. Je vais y aller autrement, par à côté. Utile pour qui? Une fois que vous avez réussi à identifier pour qui cette documentation-là a de la valeur, vous allez trouver la valeur inhérente à la documentation. Souvent, on fait de la documentation, puis on ne sait pas trop pour qui, c'est parce qu'on me l'a demandé, puis je ne sais pas trop pourquoi, puis ça fait partie de ma job, mais n'oubliez pas que théorie de la communication 101, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Le message doit toujours être en fonction du récepteur, de la personne, finalement, qui va lire ou qui va consommer, qui va utiliser, qui va rétroagir sur cette documentation-là. Puis, ce n'est pas parce qu'on vous l'a demandé que c'est utile non plus. Puis, finalement, ce n'est pas parce que c'est documenté que c'est utile. Je reviens sur jeter votre documentation quand elle devient inutile. Puis, la documentation n'est pas une fin en soi. Ça ne l'a jamais été. C'est un outil, ce n'est pas un produit. Okay? Même si, je vais pousser le bouchon, mais même si vous écrivez ou publiez un livre, okay, on peut se dire, ben oui, j'ai produit un livre, j'ai écrit un livre, c'est la documentation, le livre que j'ai produit, c'est une fin en soi, c'est le produit que je vends sur le marché. Posez-vous la question, c'est-tu vraiment vrai? C'est pas le document, le livre que vous avez produit? Pas sûr que c'est une fin en soi, c'est bien plus votre message qui est important. Puis peut-être votre message va être périmé dans 6 semaines, 1 mois, 2, 3 ans, peu importe quand. Donc, le message est beaucoup plus important que la documentation elle-même. Puis, les livrables, tout ce qu'on appelle documents, okay, là, j'ai parlé de documentation et non pas de documents. Document, pensez à l'artefact. Documentation, pensez à l'artefact, le média et le schtroumpf, le dépôt. Okay, donc, documentation, ça regroupe tout ça. Je ne parle pas de documents ici. Document, c'est un artefact. Donc, ça, c'est la mort. Il faut le passer au bourreau. Puis la documentation, bien sûr, ne doit jamais servir à des fins de vérification, surtout dans un mode agile, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la documentation, on peut dire n'importe quoi, puis le système peut refléter complètement autre chose. Et je suis capable, comme développeur, de passer des commandes dans le style de if compte égale Éric Chartré, transfère $1 million. Ce n'est pas la documentation qui va le prévenir. Puis ça ne sert pas non plus à mesurer l'avancement d'un projet parce qu'elle ne livre aucune valeur auprès du client ou auprès de l'utilisateur final du produit qu'on est en train de livrer. La documentation vivante, haute qualité, super simple, là, le cycle de vie d'un artefact conception, on se pose des questions sur est-ce que l'artefact vaut la peine d'être produit? Okay? C'est comme un bébé, là. Je ne veux pas pousser la métaphore trop loin, mais ça vaut-il la peine que j'ai un bébé en ce moment? Puis peut-être pas. Consommation et maintien, c'est évident. Pendant toute la durée de vie de cet artefact-là, est-ce qu'il faut le consommer, il faut le maintenir? S'il n'y a pas de consommation, s'il n'y a pas de maintien, à quoi qu'il sert l'artefact? Puis finalement,
j'ai parlé tout à l'heure de jeter la documentation qui n'est plus utile. La documentation a une mort, a une fin, comme un système. Il y a il y a des raisons pour lesquelles, pour des raisons historiques ou l'histoire, on veut garder la documentation, même quand le système est mort. Peut-être que la conformité au travers de tout ça, peut-être. Mais là, on tombe un peu dans les tankers. On tombe dans j'en ai-tu vraiment besoin? Est-ce que la loi m'oblige de faire ça ou bien c'est juste parce qu'on a tellement dépensé d'argent que finalement, je ne suis pas capable de la jeter, cette documentation-là? Puis, on a des règles du pouce. La durée de vie en moyenne des artefacts, ben, on peut les diviser en deux grandes catégories. On a des artefacts qui sont éphémères. Les artefacts éphémères, c'est qu'une fois qu'on n'en a plus de besoin, on les jette. Puis, un exemple que probablement que vous faites régulièrement, c'est les fameuses cartes, les fameuses post-it sur un tableau, les PBI. Une fois qu'on l'a produit, une fois qu'il est en prod, cette affaire-là, le post-it, là, on peut l'acheter. C'est en prod. C'est terminé. Si on a besoin d'améliorer une fonctionnalité qu'on vient de livrer, bon, on va faire un nouveau post-it. L'ancien, il ne sert plus à rien. Et on pense qu'il y a à peu près là, 66% de la documentation qu'on produit, c'est même un petit peu plus que ça. J'ai été très conservateur dans mes chiffres, c'est de la documentation qui est éphémère. Le 33% qui reste de la documentation qui est pérenne, deux qualités qu'on a vues tout à l'heure passer sur la question que je vous ai posée. Fait que comme le code puis les tests, on maintient la documentation pérenne durant toute la durée de vie du système, bien sûr. Dernière qualité, qui pourra être trouvée. Oh, OK. La documentation qu'on ne peut plus retrouver, ça ne sert pas à grand-chose, pas à grand monde. Donc, dans la littérature et l'expérience, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un paquet de cimetières documentaires. Je vais vous choquer là, peut-être en disant ça. Des wikis d'entreprise, gros cimetières, des SharePoint, OpenText, toutes ces affaires-là, méga cimetière de documentation. La documentation en meurt là. Il n'y a plus jamais personne qui la consulte. On n'est pas capable de la retrouver. Les répertoires partagés, les fameux share réseaux, c'est l'asile. On a une structure hiérarchique qui a appartenu, cette structure-là mentale-là, elle appartient aux gens qui ont créé la structure, puis on n'est jamais capable de retrouver de la documentation dans une grande hiérarchie parce que ce n'est pas notre schéma mental à nous. Donc, ce qui nous amène que facilement trouvable, bien, il y a trois grandes catégories de personnes qu'on cible. C'est ceux qui savent ce qu'ils savent. Donc, on a une mémoire qui est finie, on a un cerveau qui est fini. Ben, peut-être c'est une extension de notre mémoire. On sait qu'on le sait, mais on ne se souvient pas des détails exacts. Fait qu'on a besoin d'aller chercher de la documentation un peu plus loin. Ceux qui savent ce qu'ils ne savent pas. Google. Google a fait des milliards de dollars sur le deuxième. J'ai une question à poser. Je sais ce que je ne sais pas. Je suis capable de poser la question, puis je la pose à Google. Google va m'arriver avec une réponse. Est-ce qu'elle est valide, la réponse? Ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est moteur de recherche 101. Et finalement, ceux qui souffrent de double ignorance, ceux-là, il faut plus les aider. Double ignorance, ceux qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Comment on fait pour les aider? Bien, prenons un exemple bien concret comme Wikipédia. Dans Wikipédia, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des pages de portail. Une page de portail sur la philosophie, sur l'histoire, sur des sujets donnés, va donner justement un point de départ pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Puis là, on est capable de cliquer sur un paquet de liens, amener à des articles, creuser, etc. Mais c'est un sujet que je ne connais pas. Fait que comment je fais pour savoir ce que je ne sais pas? Bien là, on est capable encore là d'aider la personne qui va utiliser notre documentation par peut-être des pages d'accueil qui vont nous amener vers, là je parle de pages d'accueil, mais il y a plein d'autres façons de s'en sortir, mais qui vont nous amener à découvrir finalement la documentation qui existe. Il y a un autre paquet de qualités, puis vous en avez même énuméré certaines qui ne sont même pas sur la slide qui est là. Je ne les passerai pas toutes parce que ça va me prendre une demi-heure, mais je veux juste revenir sur utilise un langage ubiquitaire. Ubiquitaire, un bien grand mot qui veut dire partout, qui veut dire finalement qu'on utilise le langage métier, le langage affaires dans notre documentation, dans notre code, dans nos variables, nos noms de méthodes, nos noms de classes, etc. C'est tout le même langage qu'on utilise pour que tout le monde puisse avoir le même vocabulaire. Pragmatique qui va servir, puis la qualité, tu sais, j'ai parlé de conversation tout à l'heure, une bonne qualité de
de la documentation, c'est d'être conversationnel, de pouvoir susciter la conversation. La conversation implique la transmission du message et la rétroaction entre un émetteur et un récepteur. Quels artefacts documentaires sont nécessaires? Autre question. Je vous donne c'est une question encore ouverte. Là, vous pouvez me sortir des dossiers fonctionnels, puis des architectures, puis toutes ces affaires-là. Là. OK. Oh! Règles d'affaires, guide d'utilisation, dossier fonctionnel, tâches, outils. OK, la page est pleine. C'est assez. J'ai pas de scroll. Oui. Je peux pas dire autre chose que oui. Vous avez raison. Cette documentation-là est nécessaire. Mais nécessaire pour qui? Dans quel contexte? Il y a des fois que, est-ce que je suis obligé de passer au travers tout mon système avec 1 million de dossiers fonctionnels? Peut-être pas. Peut-être un dossier fonctionnel vaut la peine pour expliquer l'intention de mon système. Tu sais, les codes d'utilisation, les règles d'affaires, tout ça, c'est des artefacts, effectivement, documentaires qui sont nécessaires. Je vais en avoir une liste. Ça, c'est un vieux schéma que j'ai sorti des boulamites. On ne veut pas ça, bien sûr, comme artefact documentaire. C'est trop compliqué, puis il y en a trop, puis on s'y perd assez rapidement. Donc, on va diviser les artefacts documentaires en 3 grands espaces. Le premier espace, c'est l'espace problème. C'est les besoins, les exigences non fonctionnelles, beaucoup, des utilisateurs, les contraintes externes. On a un espace solution. L'intention du système, la description du système, les décisions qu'on a prises. Puis on a finalement un espace livraison. Donc, on est capable de découper les artefacts en 3 grandes catégories. Puis là, il y en a du stock dans les artefacts les plus utiles. Ce que vous avez nommé, c'est pas que c'est pas utile, c'est peut-être moins utile que d'autres artefacts qui sont plus légers, plus simples, plus faciles à maintenir, qui correspondent plus à toutes les qualités que j'ai énumérées tout à l'heure. Puis, parmi celles que je veux passer au travers rapidement, PBI, Product Backlog Item, OK? Même si ce n'est pas sur un tableau, juste savoir ce que l'utilisateur veut, ça vaut la peine. NFR, Non-Functional Requirements, c'est quoi nos exigences non fonctionnelles, les exigences système en termes de performance, en termes d'accessibilité, en termes de sécurité, etc. Maquettes à basse fidélité, des maquettes à fil de fer. S'il y a bien quelque chose qui incite à la conversation, c'est une maquette à basse résolution. Crime que ça, c'est parlant pour un utilisateur. Puis là, on est capable de partir avec cette maquette-là, pas une maquette finie, toute fignolée avec les bonnes couleurs. Non, non, une maquette en fil de fer à très, très basse résolution. On est capable de partir des grosses conversations par rapport à ça. Test et exemple, élément de dette technique. Bon, ADR, Architectural Decision Record, en français, une fiche de décision d'architecture. C'est simplement une fiche de quelques paragraphe qui dit quelles sont les décisions que j'ai prises en fonction du système, les décisions. Puis là, il y a plein de monde qui ont écrit plein de choses là-dessus. Enfin, les modèles, processus, scénario, parcours, ça, c'est très utilisateur, c'est très fonctionnel, si on utilise l'ancien jargon, ou est-ce que le processus appartient à l'utilisateur, mais c'est un élément quand même de la solution, c'est un élément de l'espace solution. Puis c'est l'utilisateur, souvent, qui le produit, ou le PO, ou quelqu'un qui devrait un peu documenter, finalement, ce qu'on essaie de livrer ou ce qu'on a livré. SBI, Sprint Backlog Item. Là, on est dans l'espace livraison, donc nos tâches. Puis les tâches, on n'a pas besoin d'être exhaustif, juste des reminders, donc des rappels de ce que je dois faire durant mon sprint. Éléments de rétro, bon, DOR, DOD, charte d'équipe. Definition of Ready, Definition of Done, charte d'équipe, ça touche directement les mesures de bien-être. Ça définit nos attentes, les attentes que les gens de notre équipe ont envers nous-mêmes. Ce que notre utilisateur a aussi comme attente, notre PO comme attente, notre Scrum Master, etc. Puis les mesures, c'est des éléments de documentation de l'espace livraison. Ça ne sert pas à mesurer la performance, ça ne sert pas à taper sa tête du monde.
Sa dernière affaire qu'il faut faire avec les mesures que l'on prend, ça sert à quoi? À s'améliorer. On est capable de prendre une photo au jour X. Bon, on est capable d'identifier par la rétro qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui fonctionne mieux. Puis avec la mesure, on est capable de s'améliorer. C'est le propre de la méthode de Toyota Production System ou Lean. Les mesures de bien-être. Comment on sait que l'équipe va bien si on ne prend pas de mesures? Il y a plein d'outils sur le marché qui existent. Je ne veux pas en nommer parce que je ne veux pas plugger personne. Puis les mesures de satisfaction auprès de notre utilisateur, auprès de notre client. Combien de fois on oublie que notre client existe? Qui documente? Donc, une autre question. Fait que ceux qui ont le temps, les personnes impliquées dans chacun des espaces, tout le monde, peu importe le chaos engendré ou la qualité produite, fait que peu importe le chaos engendré, les personnes que l'on a assignées dans la charte d'équipe ou personne, on n'en a pas de besoin, ou encore mieux, la documentation est auto-générée. Fait que qui documente d'après vous? Encore 15 secondes. Le temps passe très vite. Bon, OK, stabilisation. Les personnes impliquées dans chacun des espaces. Je vais revenir aux espaces. Problème, solution, livraison. Effectivement, on a tendance à dire, OK, les développeurs, les concepteurs, tout ça, ils vont s'occuper de l'espace solution. Le PO, les utilisateurs, les pilotes, etc., vont s'occuper de l'espace problème. Puis, finalement, l'espace livraison, ça va être le Scrum Master, ça va être le chargé de projet, le gestionnaire et tout ça. On a tendance à vouloir dire ça. Puis, c'est vrai que d'un point de vue responsabilité, c'est naturel de faire ça comme ça. Mais pour vrai, qui documente, c'est toute l'équipe. Parce que chaque artefact que l'on produit a un impact sur l'équipe. Puis la meilleure façon que quelqu'un lit, quelqu'un consomme la documentation qu'on a produite, c'est si elle est impliquée. Pour moi qui le dis encore une fois, littérature, vous regarderez, l'expérience. Donc, toute l'équipe. Comment on fait ça pour éviter le chaos? Comment on fait ça pour vérifier, pour s'assurer d'une bonne qualité? Bien, on parle de documentation, pair programming, mob documentation, même chose. C'est pareil. Si tout le monde est responsable de la documentation, en termes de qualité, bien, on a des bonnes chances d'en produire une meilleure. Écriture collaborative, je saute au dernier. Plusieurs listes de points de vérification dans la charte d'équipe. On peut avoir, comme je disais, les chartes d'équipe, ça sert à diffuser les attentes des membres de chacune des équipes. Ça met à faire de la documentation. On est capable d'avoir un checklist, point de vérification, liste de points de vérification, checklist, qui dit c'est quoi les attentes qu'on a envers la documentation. Puis pas besoin d'avoir le gros diagramme que j'ai montré tout à l'heure. Ça peut être seulement quelques points de forme. On est capable de s'en tirer comme ça. Mais la qualité, c'est le ressort de tous. La documentation sous la forme de codex. Un codex, c'est un livre. Okay? Avant, on avait des papyrus, là, dans le temps des Égyptiens et même un petit peu après, des papyrus. Après ça, on est passé au livre. Puis là, on est rendu dans l'hypertexte, on est rendu dans l'hypermédia. Bien, je peux vous dire que le codex qui est un livre, le document, surtout ceux qui sont imposés par des gabarits. Des gabarits, c'est un pseudo-faux checklist qu'on impose aux gens qui vont écrire finalement le codex, qui suit un processus formel. Bien, tout ça, là, ça vieillit comme le lait. On essaie que ça soit à l'épreuve du temps, mais ça pourrit plus vite que son ombre. Okay? Donc, codex, on essaie de passer ça à côté, c'est de l'antidocumentation, les RACI aussi. Fait qu'il ne faut pas voir la documentation un peu comme une bibliothèque, mais beaucoup plus proche d'une encyclopédie, qu'on est capable de consulter. Prenez une photo. Je vous laisse 15 secondes pour prendre la photo. Vous allez avoir accès à la présentation, comme je vous disais. Il y a beaucoup de stock sur cette slide-là. Puis, juste aller à droite, complètement dans la colonne de droite. People, Process, Tools. Ça revient toujours à la même affaire. Ça nous prend pour faire de la bonne documentation des bons humains, des humains qui sont formés, des humains qui sont intéressés, des humains qui sont impliqués,
des bons processus pour appuyer les humains dans leurs tâches, dans leurs démarches, puis finalement de bons outils pour peut-être faciliter leur vie, pour produire de la documentation plus vite. Toujours dans cet ordre-là. Et dans quoi? Bien, là, on a un paquet de... La liste est probablement exhaustive en passant. Là, ce que je trouve là, c'est les dépôts. On parle de wiki de produits, pas de wiki d'entreprise. Là. Un wiki qui s'occupe spécifiquement du produit qu'on est en train de développer. Wiki d'équipe, des dépôts de code source, des Kanban au pluriel. Moi, voir des dettes techniques dans un tableau Kanban qui appartient au PO, ça ne marche pas dans ma tête. Ça, c'est un autre Kanban à côté, c'est un autre tableau à côté dans lequel je stocke les fameuses dettes techniques ou les ENF, les exigences non fonctionnelles, les NFR, tout ça. C'est toutes des affaires qui sont à côté du carnet de produits. C'est évident pour moi. Tableau de bord, des fameux dashboards, des outils de message instantané, ce sont des dépôts qui sont valides pour avoir une conversation. Je reviens toujours conversation. Et les formats, modèle C4, ce matin, il y a une couple de personnes qui ont parlé du modèle C4, dont Antoine Lefrançois dans sa présentation dans la grande salle. Modèle C4, des boîtes, des flèches. Des boîtes, des flèches. Pas besoin d'UML, pas besoin d'une grosse affaire. Des articles, des fiches en Markdown. Fait qu'au bout de la ligne, la mise en page, c'est out. Je n'ai pas besoin de m'occuper de la mise en page. C'est what you see is what you mean, pas what you see is what you get. Pas de UML, pas de diagramme léché. Courbe, la loi des rendements décroissants, encore une fois. On évite les langages complexes. Ça nuit à la communication, ça nuit au message. On s'enfarge beaucoup plus sur le formalisme. Concentrez-vous sur le message, pas sur sa forme. Le reste, je vais passer. Fait que, où en êtes-vous avec votre documentation? Il nous reste 5 minutes. Fait que, on a réglé le problème, on n'en fait plus dans votre organisation. On est pas mal là où tu nous suggères. On fait des efforts pour simplifier notre documentation. Bien, voyons, Éric, là, tu dis n'importe quoi parce que c'est une utopie. Notre organisation n'est pas prête pour devenir apprenante. On n'est pas prête pour avoir une documentation qui est vivante parce qu'on a des processus qui sont lourds, on a de la conformité, on a plein de choses sur lesquelles on est obligé de s'appuyer pour produire notre documentation. Puis je n'ai pas le choix, mon organisation est faite de même. Fait que, OK. On fait des efforts pour simplifier notre documentation, puis dans mon dry run, ça donnait à peu près ça aussi, là, ce que j'ai fait. C'est on fait des efforts pour simplifier notre documentation, bien voyons, on est très loin. On y va par petits pas. Aujourd'hui, on peut commencer avec un petit dépôt qui va nous permettre de prendre une fiche puis la mettre dans notre dépôt de code. Carrément, avec le code source. Puis là, je viens de libérer peut-être un document Word qui va traîner dans un SharePoint à quelque part. T'sais, on peut y aller par des petits pas. Puis un jour, peut-être, vous allez avoir une documentation qui est relativement légère, simple, etc. Fait que, une slide, est-ce que la documentation, la conception, la fameuse conception, au début complètement, posez-vous ces questions-là. Est-ce que la documentation, à qui s'adresse la documentation que je dois produire? C'est quoi, ça va être sa valeur? Qui me demande de produire ça? Si le demandeur et le consommateur sont deux personnes différentes, posez-vous de sérieuses questions sur la validité de la documentation. Le message doit correspondre au récepteur. Si ce n'est pas le bon récepteur qui demande la documentation, probablement que la documentation n'est pas valide. Y a-t-il d'autres artefacts qui documentent beaucoup mieux la chose? Il y a peut-être des tests, il y a peut-être du code qui documente bien mieux qu'une documentation formelle. La 5e puce, 4e puce, est-ce que cette documentation sera maintenue? Si oui, par qui? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, produisez pas la documentation. Elle va mourir. Personne ne va l'utiliser. Elle ne sera plus à jour en dedans d'une semaine. Répondez à cette question-là. Là, vous avez probablement des chances que la documentation va être fidèle plus longtemps. Puis, est-ce que la documentation écrite, c'est la plus simple façon d'avoir une conversation? La rencontre des 3 amigos que vous connaissez sûrement en BDD, ben, c'est une façon de faire de la documentation. Pas formelle, pas écrite, mais c'est une conversation qu'on a encore une fois. Puis le résultat de ça, c'est pas nécessairement écrit, là, mais c'est de la documentation qui va rester dans la tête des gens. Fait que ce qu'on a vu aujourd'hui, pourquoi, pour qui, quoi, quand, où, comment. Puis je vous ai même rajouté en bonus 2 petites choses, qui documente et dans quoi.
Fait que faire vivre la documentation, fait qu'avoir une documentation vivante et utile, c'est possible. Dans toutes les organisations, c'est possible. Puis la recherche, ça démontre que la documentation, c'est un peu comme les tests et l'assurance qualité. C'est l'affaire de tous. Okay? La sécurité, même affaire. C'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ça s'entretient, ça se met à jour. Juste assez, juste à temps, en continu. Il faut la faire pour les bonnes raisons. Il ne faut pas qu'elle devienne exponentielle, comme les tests de bout en bout. On commence à faire des tests de bout en bout, là, ça devient infernal. On n'est plus capable de maintenir nos tests. Ça met à faire avec la documentation. Comme les tests, c'est une habitude qui est à acquérir pour avoir une bonne documentation. Fait que là, ça fait partie de notre culture. Puis là, j'en passe bien d'autres. Retenez que la documentation, c'est tout simplement une conversation. C'est une conversation avec les autres et avec soi-même. Je m'appelle Éric Chartré, je ne me suis pas présenté au début. Je suis coach, formateur et chercheur à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, je suis en architecture informatique, en ingénierie logicielle, en organisation apprenante et en agilité. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé cette présentation-là ou que vous ne l'avez pas aimé, j'aime ça avoir des commentaires, de la rétroaction. Ça fait partie de notre conversation. Allez sur ce code QR ou allez sur bit.ly/docagile2. Docagile a déjà été pris par quelqu'un, puis ça mène vers une présentation qui ne m'appartient pas. Donc, bit.ly/docagile2 pour avoir accès à cette présentation-là. Puis probablement que le Agile Tour va donner accès aussi à la présentation.